Vous avez déjà tous été en transe hypnotique sans même le savoir, en regardant votre téléphone, en conduisant ou tout simplement en étant dans vos pensées. L'hypnose, ce n'est pas seulement une sensation étrange, c'est aussi un outil médical puissant. Mon invité du jour, c'est le docteur Jean-Marc Benayem. Il est l'un des pionniers de l'hypnose médicale en France et il est aussi auteur de livres à succès. Entre fantasmes, spectacles et médecine, l'hypnose intrigue autant qu'elle fascine. Vous voulez en savoir plus? C'est maintenant avec le docteur Jean-Marc Benayem. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à vous, bien sûr. Je vous remercie d'avoir accepté de venir dans le podcast pour parler d'un sujet qui est de plus en plus médiatisé, c'est l'hypnose. Et vous êtes un expert en France sur le sujet. Et c'est une chance pour moi d'avoir votre témoignage aujourd'hui. Merci pour l'invitation, en tout cas. Pour démarrer, j'aimerais qu'on revienne aux origines de l'hypnose et à Franz Anton Mesmer au XIXe siècle, qui est réputé être l'inventeur de l'hypnose. Mais à l'époque, on ne parlait pas vraiment d'hypnose, on parlait plutôt de magnétisme. Oui, le terme initial, c'était magnétisme animal, dans le sens où animal, c'était tout ce qui est animé de vie. C'était pas le magnétisme de l'animal, mais bon, l'animal est très fort aussi en communication, mais c'était ce qui animait de vie. Et c'était une grande découverte pour ce médecin. Bon, il faut dire qu'il n'avait pas beaucoup de progrès dans la médecine, donc c'était une découverte de pouvoir aider sans médicaments et parfois de retirer des symptômes qu'on disait à l'époque hystériques. Et donc, Mesmer arrive à guérir des patients sourds, mais sourds qui n'avaient pas de lésions graves, bien sûr, c'était les surdité dites hystériques. Et ça a impressionné tout le monde, d'ailleurs. Et les vrais sourds sont arrivés vers lui en disant « Et nous ?» Mais c'était des vrais sourds. Mais comme ça a beaucoup énervé qu'il arrive à lever des symptômes sans gravité par rapport à une rivalité avec les autres médecins de l'époque, du coup, il a été obligé de quitter l'Autriche et de venir à Paris, et il a diffusé le magnétisme animal à Paris du temps de Louis XVI. Il n'a pas été pris au sérieux, finalement, au début. Quelques-uns disaient c'est très intéressant, d'autres n'en voulaient pas. Il entraînait beaucoup de colère de la part, pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas. Il dit, mais comment ça marche ? Alors, lui, en plus, il avait rajouté une dimension un peu, je dirais, idéaliste, avec les cieux qui nous dirigent, avec la nature, les planètes. L'homme est un vivant en relation avec les planètes, l'air, le monde animal, le monde végétal. Et ça n'a pas plu à tout le monde, parce qu'il avait une vision un petit peu comme ça, très philosophique en même temps. Et par la suite, plusieurs ont dit « mais non, mais ça marche ». C'est-à-dire, en fait, ils ont testé eux-mêmes et ils ont vu qu'il y avait des guérisons. Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, vient. Dans ces réunions, il y a des prêtres qui viennent aussi en disant « il se passe quelque chose ». On arrive à lever des symptômes, on arrive à apaiser des peurs, des souffrances, des angoisses. Et il a créé un baquet. Le baquet de Mesmer, c'est une espèce de grosse citerne comme ça. Dedans, il y a de la limaille de fer, il y a des choses très bizarres qu'il avait mis pour conduire en quelque sorte à l'électricité, mais le fluide, il n'y avait pas encore d'électricité. Les personnes venaient se tenir à la barre en métal et on disait, il y a un fluide qui passe. Et c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, nous, on pourrait dire entre deux personnes, il y a un fluide, positif ou négatif. Mais il y a quelque chose qui communique. Et lui, il a déjà eu cette perception qu'il pouvait y avoir quelque chose de non visible qui communique. Il a appelé ça le fluide vital, bien sûr. Et puis après, il a été critiqué en disant « non, mais c'est quoi ce truc ? Ça va pas. Il n'y a pas de preuve scientifique qu'il y a vraiment un fluide, donc il faut le virer, il faut plus le croire ». Et donc, il y a eu une réunion, bien sûr, des différents scientifiques de l'époque qui ont refusé son travail en montrant que non, on ne peut pas l'enregistrer, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le sent pas, on ne l'évalue pas, donc c'est un escroc. Et il a été pas chassé vraiment, mais dénigré. Et puis ensuite, d'autres, comme le marquis de Puységur, ont dit « mais non, mais ça marche ». La preuve, c'est que j'ai des personnes qui viennent et qui attrapent une corde attachée à un arbre, il y a de la musique, et ils rentrent en la transe
et ça change. En Angleterre, James Braid, un dentiste, dit « Ah ben oui, moi aussi, j'arrive à calmer des douleurs ». Il change le nom et il appelait ça hypnotisme. Le nom, donc l'hypnose, si je puis dire, revient en Europe grâce à Braid qui a dit « Mais ça fonctionne ». Et comme c'était un scientifique, enfin voilà, du corps médical, alors tout le monde a dit bon, « On va voir ». Et c'est là, bien sûr, que Jean-Martin Charcot s'y est intéressé, psychiatre, et il a vu qu'avec la transhypnose, il pouvait lever des symptômes chez ces patientes dites hystériques. À l'époque, c'était, aujourd'hui, le mot ne plaît plus du tout. Donc, on peut dire des conversions, on peut dire, voilà, des symptômes psychosomatiques, enfin, comme on veut. Et il levait des symptômes, et il les provoquait, et il les levait. Donc, il dit, vous voyez qu'il se passe des choses. Ça, c'est pour faire en raccourci, hein, parce qu'après, effectivement, à Nancy, c'est Hippolyte Bernheim qui lui aussi s'y intéresse grâce à un médecin de campagne et un autre encore de l'époque de Bonis. Et il dit, mais oui, ça fonctionne. Ça fonctionne pour lever des symptômes voilà, d'handicap, des paralysies de jambes, de bras. Et il développe ça mieux que Charcot, parce que Charcot, il le gardait juste en psychiatrie, chez les personnes en crise de folie, enfin de délire plutôt. Alors que Bernheim, il l'a utilisé en médecine générale, en quelque sorte. Et il s'est passé des choses. Il avait même écrit des ouvrages sur les effets de la suggestion. Voilà, ça s'appelle de la suggestion. Et le mot hypnotisme est devenu ensuite hypnose, et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu hypnose, on rajoute médical pour faire sérieux. D'accord. Dans les années 80, vous êtes généraliste et vous prescrivez beaucoup de médicaments. Vous faites la remarque que vous prescrivez peut-être trop de médicaments, et parfois même vous vous dites que c'est peut-être pas si utile que ça, et vous cherchez un autre moyen de soigner les gens, et c'est là que vous découvrez l'hypnose. En fait, j'étais tombé sur un livre qui s'appelait L'hypnotisme. Je le lis, je comprends pas grand-chose, bien sûr, mais bon, je fais médecine. Et puis, effectivement, en croisant des patients angoissés, insomniaques, je donnais tout le temps des molécules. C'est ce que on m'avait appris à l'université. Et puis, je me disais, mais il y a des patients qui refusaient les médicaments. Ah, j'ai dit, bon, d'accord, mais je fais quoi? Et je vais pas les écouter en psychothérapie pendant 10 ans. Je me suis dit, peut-être, en sortant de l'hôpital où je travaillais, dans un centre de traitement de la douleur, je vois un panneau « Venez vous former, vous informer sur l'hypnose » avec le professeur Léon Chertok. J'ai dit, bon, j'y vais. Je vais me former par hasard. C'est vraiment un pur hasard d'être tombé sur cette affiche qui était à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne. J'y vais et je découvre, je suis fasciné, et c'est là que je me dis, bon, voilà, c'est ça que je... Auparavant, je dois dire que j'avais utilisé l'hypnose sans être formé. Un jour, une dame assise sur un fauteuil, je lui dis, madame, détendez-vous, on va faire la séance. Ah, vous voulez maigrir, d'accord, on va vous dégoûter, je vais vous dégoûter des produits gras, sucrés, etc. Et je vois qu'elle entre en transe et qu'elle va peut-être tomber du fauteuil parce qu'elle n'avait pas de bras au fauteuil. Je m'inquiète, je dis, mais ça existe cette transe, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Revenez, je m'inquiétais. Et c'est là que je me suis dit, bon, allez, il faut que j'aille me former pour faire un travail sérieux, bien sûr. Alors, c'était ma question. Est-ce que vous vous souvenez de la première personne avec qui vous avez pratiqué l'hypnose? Alors voilà, c'est avec cette personne-là, mais il y en a eu d'autres, bien sûr. Mais j'arrivais pas bien à évaluer qu'est-ce que je produisais, qu'est-ce qui se passait vraiment chez eux. Alors c'est pour ça que je suis allé me former, et là j'ai commencé tout de suite à appliquer, et j'ai fait des groupes essentiellement pour les addictions, parce que ça me semblait plus facile d'abandonner le tabac, d'abandonner les sucreries, l'alcool, voilà, plus facile que de changer trop en profondeur. Et ensuite, bien sûr, on a développé plus en profondeur pour un changement plus général du comportement. En 1985, vous créez Hypnosis, c'est un premier centre dédié à l'hypnose. Et en 2001, vous créez le diplôme universitaire d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière. Depuis tout ce temps, vous avez formé combien de personnes, combien de professionnels? Oh là, peut-être beaucoup quand même, facile 3000, voilà, puisque
Au début, on avait même près de 300 demandes. Et on avait un amphi de 100 places, donc c'était difficile, on refusait beaucoup. Aujourd'hui, encore, ça va, on a une 50aine de demandes, donc tout se passe bien. Mais c'est vrai que entre les formations, les perfectionnements, etc., oui, ça doit être facilement 3000, on peut peut-être un peu plus, ouais, de D'accord. collègues. Mais que des professionnels de santé. Quand on vous écoute parler de psychanalyse, vous avez souvent un discours où vous dites la psychanalyse, c'est essentiellement de l'interprétation. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que l'hypnose a dépassé la psychanalyse? Freud, qui découvre et qui met au point la psychanalyse, faisait de l'hypnose. Il fait des séances d'hypnose, il voit les personnes changer, et c'est pas le seul. Jung aussi fait des séances d'hypnose. Tout le monde s'est mis à l'hypnose, c'était du temps de Charcot. Il voit les personnes changer, mais qu'est-ce qui les ennuie, qu'est-ce qui les agace, c'est de ne pas comprendre. Et Jung, il l'écrit dans son livre sur ma vie, il dit, je comprends pas pourquoi cette personne qui était en fauteuil roulant se lève et se met à marcher. Ça l'énerve. Freud, pareil. Il le dit, il écrit, il est agacé de voir des modifications qu'il ne maîtrise pas et qui sont aussi aléatoires. Alors, ils ont envie d'abandonner pour pouvoir travailler et comprendre la profondeur d'un changement. Le problème, c'est que on peut pas tout maîtriser. C'est le patient, on ne sait pas bien comment il fonctionne, c'est l'inconscient, c'est tout ça qui se met en route. Et de ce fait, ils ont fini par mettre de côté et dire on va créer des cures où tout est bien codifié, organisé, planifié. Monsieur, madame, installez-vous sur le divan et parlez-moi de vos souffrances, de vos plaintes, etc. Aujourd'hui, on progresse, c'est un progrès. On dit c'est bien d'écouter quelqu'un qui souffre, bien entendu, mais après, on en fait quoi? Voilà. Est-ce que je vais écouter pendant 10 ans quelqu'un se plaindre? J'ai beaucoup souffert et voilà, et je trouve que il y a que du jeu. Je suis pas capable, j'ai peur, je me sens pas à l'aise, je ne suis pas suffisamment aimé. Oui, d'accord. Mais le changement, il arrive quand? Eh ben, le changement, il arrive quand le thérapeute intervient en disant, eh bien, peut-être on pourrait faire un exercice pour que vous ne soyez plus dans la souffrance, dans la plainte. Et c'est là, finalement, après avoir abandonné l'hypnose, Freud, nous, on dit, on va reprendre l'hypnose que Freud a abandonnée. Voilà. Pour compléter, voilà, il faut écouter les patients, évidemment, mais on peut intervenir pour qu'ils changent. Avec toutes ces années de pratique, comment diriez-vous en une phrase comment l'hypnose a changé votre pratique de médecin? Actuellement, là, en ce moment, Oui. je corrige beaucoup je lis beaucoup de mémoires qui sont très bien, de collègues qui sont formés et qui ont passé l'examen et le mémoire, et je lis exactement la question que vous venez de poser. Ma pratique a changé. J'écoute mes patients, la relation est meilleure, je vais au fond du problème et j'arrive à moins prescrire. Et le patient, du coup, je le sens, il est une relation plus humaine, plus sincère, plus. Et donc, c'est ça qui a changé. C'est qu'on s'intéresse non pas, on s'intéresse à la maladie aussi, mais on s'intéresse aux patients. Et si on s'intéresse uniquement aux symptômes, on va donc prescrire des médicaments pour les symptômes. Mais si on dit non, les symptômes, ils ont une raison. Pourquoi le côlon est enflammé? Je ne vais pas juste donner quelque chose qui va décrisper le côlon. Parce qu'une fois que le médicament sera évacué, le problème revient. Donc l'hypnose nous permet d'aller beaucoup plus en profondeur et de voir mais pourquoi ce patient souffre de céphalée, de migraine, de douleurs musculaires, d'algodystrophie. Et c'est ça qui a changé dans ma pratique, c'est que on est allé voir plus en profondeur pour éviter la chronicité. Très bien. Parmi les différentes définitions de l'hypnose, on retrouve souvent on dit qu'il faut sortir de l'intellect pour aller dans le sensoriel. Pour vous, c'est ce qui représente le plus l'hypnose?
Oui, et d'ailleurs, j'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle Une nouvelle voie pour guérir chez Odile Jacob, qui aborde ce problème. C'est-à-dire, il y a une rivalité entre le mode mental, qui réfléchit, qui analyse, qui veut comprendre, qui nous est utile, hein. Euh, mais quand il est trop développé, il peut étouffer le mode sensoriel qui, lui, nous permet de dire, voyons voir, est-ce que je suis à ma place? Un exemple un peu simple, mais réel. Par exemple, ma tête, elle peut dire, enfin pas toute la tête, mais les neurones, ils peuvent dire, mais vas-y, tu peux fumer, c'est sympa, ça détend, c'est ta peau. Mais regarde, c'est en vente libre, donc c'est pas grave, tu vas pas mourir sur le coup. Et hop, j'y vais. Alors que mon corps, qui lui est dans le sensoriel, il dit, mais non, c'est un empoisonnement. Qu'est-ce que tu fais là? T'es fou. C'est une plante mortelle. Donc il y a une rivalité entre ces deux modes, où le mode sensoriel est étouffé par le mode mental qui dit non, c'est moi le patron. Et en quelque sorte, la personne se met à obéir à des impulsions, à des envies. Donc on doit travailler pour que le corps réapparaisse en quelque sorte et qu'il ne soit plus mis de côté parce que c'est lui qui nous guide. Et lorsqu'on est hypnotisé, physiologiquement, au niveau cérébral, comment ça se passe? Il y a des études, je viens d'avoir juste au téléphone Pierre Rainville au Canada, on le faisait venir à Montréal, et c'est un neuroscientifique qui fait de l'imagerie, et il est allé voir comment fonctionne. Eh bien, voilà, c'est simple, c'est un processus, l'hypnose. Première étape, la personne est présente, oui, voilà, je viens pour tel problème. Elle est un peu rigide, elle est fixée sur sa douleur, par exemple. On produit une espèce de confusion, de brouillage. Laissez-vous écouter ma voix monotone qui fait que, etc. Et puis ensuite, on propose un changement. Peut-être que vous allez quitter la perception restreinte pour une perception élargie. Vous allez prendre du recul. Vous allez voir le problème autrement, etc. Et on voit dans l'imagerie cérébrale que, au départ, il y a plusieurs zones cérébrales où il n'y a pas de communication, donc c'est cloisonné. Et quand le patient dit « Ah oui, je ressens différemment », eh ben c'est décloisonné. C'est-à-dire que les zones communiquent entre elles, alors qu'avant c'était un peu verrouillé. Non, c'est comme ça, laissez-moi tranquille. Et là, il dit ah oui, j'avais pas vu qu'on pouvait. Oui, d'accord, ok, je veux bien lâcher telle contracture, telle souffrance. Et l'imagerie le montre, bien sûr. Pendant l'hypnose, il y a ce moment où l'état de conscience se modifie. Est-ce que c'est ça le phénomène de transe hypnotique? On pourrait dire que souvent on colle ce mot à l'hypnose, une conscience modifiée. Et pourquoi pas? Disons, en fait, c'est pas une conscience, c'est une présence. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs et beaucoup plus clair. Et Milton Erickson, le psychiatre américain qui a beaucoup développé l'hypnose, le dit clairement. C'est-à-dire, le patient, il vient, il a un problème à régler, et il est conscient de tout. Donc, on va pas augmenter sa conscience. Il a tout compris. Oui, je suis au courant qu'il faudrait que j'arrête de fumer, que j'arrête de boire. Oui, je suis au courant. Mais j'arrive pas à changer. Donc, c'est pas en modifiant la conscience, c'est en modifiant la non-conscience, c'est-à-dire le subconscient. C'est là qu'il y a les ressources et que la personne puisse dire, dès qu'elle rejoint son corps, c'est-à-dire quelque chose d'instinctif, c'est là qu'elle dit, ah oui, effectivement, j'avais pas vu comme ça. Et ce sont les ressources, voilà, d'un processus non volontaire, non conscient qui réapparaissent. Et c'est ça l'hypnose. C'est de faire émerger et de réveiller, on pourrait dire, des cellules, voilà, tout un réseau qui est un réseau d'adaptation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de transe ou d'hypnose du quotidien sans qu'on s'en rende compte? En fait, l'hypnose, c'est un phénomène naturel, sans doute. Et quand le patient vient consulter, c'est parce qu'il n'arrive plus à s'adapter. Voilà, par exemple, c'est pas très drôle, mais nous perdons des amis, des grands-parents, Et comment je m'adapte? Voilà, nous échouons à un examen, nous avons peur d'aller passer un concours, de peur que je rate.
Donc, il y a plein de situations d'échecs, de souffrance, où il faut bien que je m'adapte. Ceux qui consultent, c'est ceux qui n'arrivent pas à s'adapter. Et la plupart des autres, ils s'adaptent. Ils disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est normal. Rien n'est permanent. On n'est pas parfait. Et en quelque sorte, cette transe qui peut très bien ne durer que quelques millisecondes, c'est l'adaptation à la réalité. Et nous voyons des patients lorsqu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ce qui leur est imposé par l'existence. Et ils n'arrivent pas, on stimule quelque chose pour qu'ils voient différemment et qu'ils s'adaptent. Donc, on fait ça tous les jours, c'est un phénomène physiologique. Par exemple, il arrive qu'en voiture, on se rende compte au bout de plusieurs kilomètres qu'on a roulé, mais on se dit, mais je me suis pas rendu compte que c'est passé si vite. Est-ce que là, on est dans un état d'hypnose? Alors, c'est vrai que l'hypnose est parfois vue comme une distraction ou comme un détournement d'attention. Oui, c'est vrai, par exemple, au bloc opératoire. Par exemple, on veut soigner un enfant, que ce soit des soins dentaires ou bien une suture. Alors, on va effectivement détourner son attention en lui disant, voilà, tu es dans une fusée, tu vas sur la Lune, ou bien tu es dans un bateau, ou bien tu nages dans la mer, tu vois des poissons. Donc, on déplace son attention, on le rend absent au corps qu'on va suturer, soigner, la brûlure, la blessure, et la personne, l'enfant, va pouvoir se détacher. Pourquoi il va se détacher? Eh bien, parce que les humains, ils arrivent à s'éloigner de leur corps. Ce qui est bien pratique au bloc opératoire. En quelque sorte, je donne mon corps aux soignants, voilà, et moi, je m'en vais dans une rêverie, je me balade avec ma petite fille, voilà, c'est comme ça. Et de ce fait, comme je m'éloigne du corps, il y a des effets analgésiques qui arrivent, qui se produisent et qui sont vécus. Donc, en quelque sorte, ça, c'est la distraction. Très bien, mais c'est pas suffisant. Par exemple, pour quelqu'un qui veut arrêter de boire ou de fumer, ça va pas suffire de le détacher de son corps. Il faut plutôt le détacher d'une peur. Donc, il manque encore une étape qu'on ajoute. Alors, est-ce que vous pouvez être différent pour que vous puissiez ne plus avoir peur des serpents, des souris, de conduire de l'ascenseur, de l'avion, Et là, il faut chercher une configuration qui est déjà en nous, bien sûr, qu'on va réactiver, où la personne dit « Mais regardez dans l'ascenseur comment ils sont, les gens, ils sont comme des statues. Regardez-les. » Ah oui, dans le métro aussi, vous avez vu comment ils sont? Ils sont sur leur portable et ils sont comme ça. Il dit « Mais voilà, c'est la bonne posture. Ils pensent pas. » Et on retrouve effectivement le fait que plus je pense, et plus je me fais peur. C'est comme ça. Oui, ce matin, il y a un monsieur qui me dit, dès que j'ai une douleur, je me dis « Ah, j'ai peut-être un cancer. Oh là, il faut que je fasse une radio. Ah oui, je dois avoir un autre. » Donc, la pensée commence à délirer. Ouais, un gars intelligent, même très intelligent. Il sait que c'est nul, mais il n'arrive pas à dire non à ses pensées. Donc, il est là, il focalise sur quelque chose qui le domine. Donc, on peut s'éloigner du corps d'une manière bienveillante en disant voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe de moi, c'est super. Ok, je me promène, je vais à la montagne. Et on peut aussi s'éloigner du corps d'une manière maladroite et avoir peur de tout. Donc, les deux phénomènes peuvent se produire. D'accord, très bien. On s'arrête ici pour cette première partie. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'envers du décor de l'hypnose, avec son histoire et ses mécanismes. La semaine prochaine, on abordera ce qui alimente autant de fantasmes autour d'elle, et surtout, ses applications médicales concrètes. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur YouTube et sur les plateformes de podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et me laisser une bonne note pour me soutenir gratuitement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le docteur Jean-Marc Benayem.